encore une fois à tous et à toutes. N'hésitez pas à nous dire bonjour dans le chat. Vous êtes les bienvenus. On est très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler site internet. Créer et gérer le site internet de son association. Des petits basiques comme d'habitude. On revient sur le fait que ce webinaire est proposé dans le cadre du programme PANA. Et on va vous repréciser ces petits éléments. Donc, pour que tout se passe bien, on utilise en effet Zoom comme outil de visioconférence, comme on le disait à l'instant. Vous avez en bas de votre écran des petits icônes qui vous permettent, le petit micro de couper ou l'allumer en bas à gauche, une petite caméra pour couper ou allumer la vidéo, aussi en bas à gauche, et une petite bulle chat, converser, pour discuter soit avec tout le monde, soit avec certaines personnes en particulier qui sont ici dans cette salle virtuelle. Pour que tout se passe vraiment correctement, voici les quelques bonnes pratiques qu'on vous propose. Déjà, coupez votre micro si vous ne prenez pas la parole. Si ça vous est possible, ça permet d'éviter les interférences. De couper votre caméra pour ne pas surcharger la bande passante. Après, si ça se passe bien et qu'on arrive tous à bien s'entendre, vous pouvez laisser votre caméra, ça met un peu d'humain dans tout ça. Pour tout ce qui est réactions et questions, dans un premier temps, on va vous proposer d'utiliser le chat. Laura, donc, qui va se présenter tout à l'heure et qui prenait la parole juste avant, s'occupera de bien pouvoir récupérer vos questions ou vous répondre directement dans le chat si elle a les réponses, etc. Et vous donnera la parole si besoin pour que vous puissiez mieux compléter vos questions. Si vous avez le moindre souci technique, vous pouvez la contacter en direct sur son téléphone portable, que je vous propose de prendre en note maintenant, le 07 62 21 78 07, de préférence par message dans un premier temps pour que ça soit plus facile à gérer pour elle. Voilà, vous pouvez vous installer confortablement, café et carré de chocolat et on est parti. Donc, pour commencer, moi, je suis Olivia et je suis responsable régionale Nord-Est chez Eloasso. Eloasso, qui on est? On est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, agrémentée ESUS, qui est un agrément de l'État qui certifie de l'entreprise solidaire d'utilité sociale que nous sommes et qui met à disposition des associations françaises, aujourd'hui 130 000 associations, pour être précis, 135 000, on me disait ce matin, des outils en ligne gratuits pour recevoir des paiements en ligne et un accompagnement en ligne par téléphone, par mail ou par chat, gratuit aussi. Voilà, pour que les associations puissent gagner du temps dans la gestion de leur activité et recevoir facilement leurs paiements sur Internet. Donc ça, c'est nous, Eloasso, donc on met à disposition plusieurs outils pour ça. Comme on s'est dit que ce n'était pas suffisant de mettre à disposition des outils en ligne gratuits et un accompagnement gratuit, notre ambition est bien de rendre accessible le numérique à toutes les associations. Et donc, on s'est dit qu'il y avait un gros sujet qui est celui de la transition numérique des associations. Et donc, avec le mouvement associatif et la Fonda, tous les trois, on a créé le programme PANA, Point d'appui au numérique associatif, qui nous rassemble aujourd'hui et qui est piloté par de nombreux acteurs de l'accompagnement associatif et des acteurs du numérique, dont beaucoup de logos sont en dessous là et qui se retrouvent tous les 2-3 mois en comité de pilotage. On se réunit mardi d'ailleurs. Donc là, on voit aussi bien la Mednum que Solidatech, que Emails Connect, que Home, en termes d'acteurs numériques, et puis en termes d'acteurs de l'accompagnement, la Ligue de l'enseignement, le RNMA dont on parlait à l'instant, la VISE, bref, passerelle compétences et autres. Et on voit aussi la DJEBA, la Direction de la Jeunesse, Éducation populaire et Vie associative. Le programme PANA, qu'est-ce que c'est en 2 mots, mais pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous proposerai de vous joindre à l'accueil collectif qui va avoir lieu début décembre. C'est un programme qui vise à permettre à chaque association de trouver près de chez elle quelqu'un, une structure de l'accompagnement qui peut l'accompagner sur les sujets du numérique. Donc, il y a une cartographie, il y a tout ça
pour donner de la visibilité à ces acteurs de l'accompagnement. Aujourd'hui, donc ces acteurs de l'accompagnement qui sont PANA, il y en a 350 en France. Ce ne sont pas des experts du numérique, ce sont des acteurs qui accompagnent les associations et qui souhaitent s'engager sur le fait de les accompagner dans la transition numérique. Donc, à leur échelle, etc. Voilà, c'est très brièvement le programme. Je vous disais, donc, pour en savoir plus, nous, ce qu'on fait, donc, c'est qu'on échange avec ces PANA, ces acteurs de l'accompagnement associatif, pour leur donner toutes les billes, leur faciliter cet accompagnement des assos sur le numérique. Donc, on leur met à disposition des ressources, des fiches pratiques, des formations en ligne, des webinaires, des événements, etc. Pour en savoir plus sur tout ça et sur la charte aussi, notamment qui guide ce programme, je vous propose de venir au prochain accueil collectif qui aura lieu le 3 décembre à 14h. Là, il y a le petit lien pour s'inscrire. Vous l'aurez dans le petit mail aussi, dans le petit mail qui vous sera envoyé suite à cette présentation demain. Voilà. Sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet et voici les différents intervenants qui sont autour de la table aujourd'hui. Donc, je commence par me présenter comme ça, c'est fait, même si je l'ai déjà fait en partie. Donc, responsable régional Nord-Est. Je suis basée à Lille et je m'occupe des Hauts-de-France et de l'Île-de-France. Est-ce que Laura, tu veux te présenter pour qu'on en finisse avec Hello Asso et qu'on passe la parole à Fabien après? Alors, il faut juste que tu remettes ton micro par contre. Excuse-moi. Tout à fait, pardon. Donc, du coup, je suis l'homologue de l'IGIA, mais dans le Grand Ouest, donc responsable régional pour Pays de la Loire, Bretagne et Normandie. Voilà. Merci Laura. Est-ce que Fabien, du coup, tu peux te présenter et nous dire quelques mots aussi sur la structure que tu représentes, CW? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous et enchanté. Donc, je suis Fabien Versange, cofondateur et dirigeant de sitew.com. Donc, sitew.com, c'est un service en ligne qui permet à n'importe qui de créer soi-même son site internet. Donc, que ce soit des petites entreprises, des associations ou des particuliers. Et chaque jour, donc on s'est lancé en 2007, et chaque jour, c'est 500 sites internet qui sont créés sur notre plateforme. Donc en totale autonomie par les utilisateurs. Et donc, on compte plus de 50 000 associations qui utilisent notre service. On est assez fiers et en tout cas très heureux d'avoir un partenariat avec Hello Asso, qui nous a contactés il y a 1 an pour travailler ensemble et voir qu'est-ce qu'on pouvait construire ensemble. C'est qu'on a plein de valeurs en commun, comme la gratuité. Je pourrais y revenir un petit peu. Notre service a une formule entièrement gratuite et 98% de nos utilisateurs utilisent cette formule gratuite, dont beaucoup d'associations. Donc, il y a seulement 2% des personnes qui prennent la formule payante chez nous. Donc, on a ce côté gratuit et le côté accompagnement qui nous est vraiment cher et on a compris que ça l'était également côté Hello Asso, donc on se retrouve totalement là-dessus, de prendre le temps de répondre aux questions des utilisateurs, de leur donner un coup de main, d'étudier leurs problèmes, pas de les considérer comme des utilisateurs du numérique, même si on est numérique, on peut sembler loin, mais on essaie de se rapprocher au maximum d'eux via notre communication et nos échanges avec eux. Voilà, on fait le tour. Super, merci. Merci Fabien. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on profite de l'expertise de CW que nous, en tant que Hello Asso, on connaît parce qu'il y a un partenariat entre Hello Asso et CW. Et du coup, on se disait que c'était un bon expert pour aborder ce sujet dans le cadre du programme PANA. Ça me permet aussi de vous parler du fait qu'on a rédigé une fiche pratique PANA avec l'aide de Fabien de CW et aussi avec l'aide d'un témoignage d'experts d'une agence coopérative dans laquelle Pierre Rudloff, que certains d'entre vous connaissent, un ancien d'AnimaFac et qui a beaucoup travaillé sur le numérique et les outils libres pour les associations, travaille aujourd'hui. Donc ça, c'est pour vous faire un petit teasing, un petit teaser. Cette fiche pratique, vous la trouverez dans la prochaine newsletter PANA et dans le dossier PANA, bien sûr, pour que vous puissiez vous en emparer et l'utiliser auprès de vos assos. Sans plus tarder, on se lance dans le vif du sujet. Donc, les sujets qui vont être abordés sont les suivants.
comment créer le site internet de son asso, le choix de l'outil. On en parlait tout à l'heure avec Estelle sur les outils de visio. Il y a la même question sur tout ce qui est outils pour les sites internet. Se poser les bonnes questions, quelles bonnes pratiques, etc. pour créer ce site internet, puis comment le gérer. Ensuite, on terminera par un petit temps interactif pour avoir vraiment vos retours terrain sur ce sujet. Alors, on rentre dans le vif du sujet de créer le site internet de son association. Pourquoi créer un site internet et avec quel outil? Donc, en effet, on pourra se dire qu'aujourd'hui, les derniers chiffres de l'étude de Solidatech et Recherche et Solidarité, qui date de 2019, donc encore une fois, ça a pu évoluer un petit peu, en particulier avec la crise sanitaire actuelle, mais 71% des associations ont un site internet. C'est une grande majorité donc, des associations. Après, reste à voir quel site internet, pour quelle utilité, etc. Parfois, c'est un vieux site internet qui a été mis en place par un bénévole il y a longtemps, qui est plus utilisé, etc. En tout cas, on voit que c'est quand même un chiffre important et que c'est une vraie référence comme outil de communication. Fabien y reviendra tout à l'heure. Par rapport à ce site internet, on constate deux enjeux principaux. Il faut qu'ils correspondent aux objectifs et aux attentes de l'association et donc des publics de l'association, puisqu'on va chercher à voir à qui on parle avec ce site internet, et le mettre à jour régulièrement, mettre à jour son contenu régulièrement pour que justement ça ne finisse pas par être un site internet qui n'est plus utilisé et qu'on ne connaît plus. Comment se lancer? Donc, on a 3 étapes phares. La première, c'est se poser les bonnes questions. Donc là, on va y venir, les objectifs, qui va gérer le projet, quelle architecture, etc., etc. Définir le cadre du projet. Est-ce qu'on a un budget qui est alloué à ce projet? Est-ce qu'on n'en a pas? Qui va... Donc, après avoir défini qui va s'en occuper, comment les différentes étapes vont être gérées, le rétro-planning, etc., etc. Et ensuite, le valoriser. Donc, le valoriser en pensant référencement, mise à jour, etc., comme je vous disais à l'instant. Je vais passer la parole à Fabien pour parler outils. Oui, donc comment nous, on voit le site internet? On le voit comme un élément central de votre communication, la communication des associations. Un site internet doit être à l'image de l'association, donc il doit être relativement personnalisé pour refléter les valeurs qu'elle veut transmettre, qui elle est vraiment au fond. Voilà, il ne faut pas que ce soit un site trop impersonnel. Avoir un site internet qui est bien, c'est qu'on a une seule URL, une seule adresse à partager, où les adhérents ou ceux qui ne connaissent pas encore vont retrouver l'ensemble des informations. Donc, on ne s'éparpille pas. On sait que si on partage ça, cette adresse-là, les internautes vont s'y retrouver. S'ils veulent retrouver vos réseaux sociaux, pas besoin de mémoriser Facebook / toute l'adresse qu'il y a derrière, ou Twitter. Donc, voilà, toutes ces informations-là doivent être sur votre site internet. Les adhérents vont mémoriser une seule adresse. Voilà, ils savent qu'ils ont ce point central. Et c'est aussi un endroit où ils savent qu'ils peuvent donner, où ils peuvent adhérer. Et là, voilà, dans notre cas, avec le partenariat avec Helloasso, ils peuvent le faire directement depuis le site. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur ce site? C'est déjà toutes vos informations, vos informations ou les informations des associations que vous accompagnez. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut montrer que le site est vivant. Donc, il faut qu'il y ait des actualités pour qu'il puisse vivre, que les internautes reviennent. Donc, là, on retrouve les actus, on retrouve les ressources, si vous avez des documents à partager, des formulaires ou de la documentation. C'est un élément où vous pouvez construire la communauté. Donc, elle va se construire aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est là où il y a le plus d'échanges. Mais le site internet permet d'alimenter un blog ou aussi d'avoir un espace sécurisé privé. Et pour les associations qui ne veulent pas utiliser les GAFA, c'est possible d'avoir par exemple un forum ou un espace commentaire ou un endroit en privé pour échanger avec ses adhérents.
Et enfin, c'est aussi très important, c'est le critère de crédibilité, que une association qui n'a pas de site internet, déjà, elle est beaucoup moins visible, mais aussi moins crédible. Elle est prise moins au sérieux dans la recherche de partenariats ou pour obtenir des subventions. Donc, il est important d'en avoir un et qu'il soit à jour. Merci Fabien. Avant de se lancer dans les bonnes questions à se poser, je voulais vous demander, votre structure, alors qu'elle soit associative ou non, en tout cas au service de l'accompagnement des associations, possède-t-elle un site internet? Si oui, vous pouvez mettre un petit oui dans le chat, sinon vous pouvez mettre un petit non dans le chat, juste pour qu'on se rende compte un petit peu déjà. Alors, on commence à avoir du oui, ouais, on a beaucoup de oui. On a beaucoup de oui. Ok, super. Ah, on a un non. D'accord. Ok. Maintenant, je me demandais si, alors ça c'est une estimation un petit peu à la louche que je vais vous demander de faire. D'après vous, les associations, oui mais pas opérationnelles, et là ça va être le vrai sujet justement. Si l'association, la majorité des associations que je vais prendre la question de Claire juste après. La majorité des associations que vous accompagnez, d'après vous, ont-elles un site internet ou non? Si oui, répondez yes, sinon répondez no pour qu'on fasse un petit peu la différence avec la réponse d'avant. Ok, donc la majorité, on a quand même quelques noms. On a quand même quelques noms, 50%, d'accord. Donc pour vous, ça peut être, d'accord, assez des yeux. Ça peut être un petit peu, un peu de oui, un peu de non, et parfois dans du oui, c'est pas toujours fait de manière très efficace. Ok. J'ai une remarque question, je vais prendre ça comme ça, de la part de Claire, qui me dit j'ai le sentiment qu'aujourd'hui la page Facebook remplit ses rôles. Est-ce que Fabien, tu as quelque chose à apporter par rapport à cette question-remarque? Oui, tout à fait. Elle remplit certains rôles, mais pas tous. Par exemple, la page Facebook est moyennement à votre image. C'est quand même très brandé Facebook. Retenir l'adresse, quelqu'un qui veut vous découvrir, vous ne trouvera pas forcément sur les moteurs de recherche. Si vous avez des informations particulières à poster, si vous voulez une partie privée ou partager des documents de façon privée, si vous voulez intégrer les modules Helloasso pour adhérer, ça vous fait des liens externes et la page Facebook va pas être aussi bien structurée que pourrait l'être votre site internet où vous allez vraiment choisir les rubriques, les sous-rubriques, l'organisation. Et pouvoir plus le faire à votre image, quoi, et selon vos besoins de présentation et autres. Donc, ça répond à certains critères, mais pas tous. Ouais. Et la page Facebook oblige à s'inscrire à Facebook, pas un site. C'est une très juste remarque de Marc qu'on a eu du mal à accepter dans la salle Zoom, mais qu'on est bien content d'avoir avec nous. Merci. Ouais. Eh bien, avec plaisir, Claire. Super. Je vous propose de continuer donc sur les bonnes questions à se poser. On les a résumées en 4 grandes questions, mais elles en sous-entendent plein d'autres. Qui est affecté au projet de la création du site internet? J'ai été un petit peu mauvaise langue en commençant ce webinaire en disant que parfois il y avait des sites internet qui étaient mis en place par des bénévoles il y a fort longtemps et qui ne sont plus aussi vivants et actifs et mis à jour que d'autres. N'empêche que c'est quand même une réalité pour certains. Et donc, là où on attire votre attention, et c'est beaucoup des retours d'expérience de nous aussi, nos propres engagements, en tout cas moi, dans les différentes associations et chez Bibliothèques sans frontières, notamment où je travaillais avant, il va falloir pouvoir identifier un responsable ou deux, mais faire attention à ce que ce soit pas pour se renvoyer la balle à chaque fois, qui soit quelqu'un de bien identifié dans l'association, salarié ou bénévole, mais en tout cas quelqu'un qui
assure une certaine pérennité, enfin on lui demande pas de rester à vie dans l'association, il n'y a aucun droit là-dessus, mais on est sûr que c'est pas juste une personne qui passe là pour quelques mois, qui va déménager bientôt, à minima quelqu'un qui soit adhérent ou voilà, qui soit assez investi dans l'association pour que ensuite, si besoin d'une passation, elle puisse se faire ou qu'au moins il y ait bien de la ressource qui soit disponible pour qu'ensuite on garde tout l'historique de la mise en place de ce projet de site internet. Donc ça, c'est sur qui affecter au projet de la création du site internet. Après, en termes de compétences, forcément, il faut que ce soit une personne qui soit plus ou moins à l'aise avec le numérique, mais ça, on va voir que ça dépend vraiment de l'outil qui est choisi par la suite et qu'il n'y a pas besoin d'être un expert en numérique et d'être un développeur hors pair. Quel est le bon outil? Je ne vais pas m'y attarder parce que, comme c'est indiqué, on va en parler juste après et ce sera Fabien qui nous en parlera, qui connaît bien mieux le sujet que moi. Mais en tout cas, toujours se dire, aller vers la simplicité, quelque chose d'accessible et qui ensuite pourra en effet être pris en main par plusieurs personnes au sein de l'association, parce qu'on sait bien qu'une association, c'est quelque chose de collectif. Même s'il y a un responsable chef de projet qui sera bien identifié, comme dit auparavant. La troisième question qu'on a soulevée, c'est quels sont l'objectif et la cible de site internet? Alors, c'est un peu des termes très marketing, mais en fait, on y retrouve bien ce que ça veut dire. Pourquoi on veut avoir un site internet, est-ce que c'est parce qu'on veut parler de nous au plus grand nombre? Est-ce que c'est parce que on veut simplement informer que maintenant on peut adhérer en ligne, etc. Pareil, on va y revenir après. Voilà, et la cible, en effet, c'est à qui on souhaite s'adresser, à tout le monde ou simplement aux personnes qui sont intéressées par le secteur auquel appartient notre mandat associatif, etc., etc. Et enfin, l'architecture et le design, le dessin, voilà, mais c'est un mot anglais que maintenant on utilise en français, qui va être appliqué à ce site internet pour qu'il corresponde le mieux possible à qui vous êtes. Et c'est ce que Fabien vient d'avancer en réponse à Claire. On va chercher à ce que ce soit vraiment à l'image de l'association. Et donc, c'est pour ça que plus on peut modeler le site internet avec facilité, avec des choses qui sont peut-être déjà un peu mises en place, mais qu'après on peut personnaliser, mieux c'est. Et donc, réfléchir à tout ce qui est charte graphique, donc ça veut dire couleur, logo, image, etc. Voilà les 4 grandes questions qu'on a recensées. Et sans plus attendre, je vous propose qu'on se lance sur le fameux sujet de l'outil notamment et les solutions qui s'offrent à nous. Si Fabien, tu veux prendre la parole. Oui, donc j'ai listé 3 grandes familles de solutions pour avoir son propre site internet. Donc la première solution, c'est si au sein de l'association, il y a un expert, quelqu'un qui est soit capable de programmer, soit capable de prendre un hébergement et d'installer un WordPress, par exemple, qui est l'outil qui est le plus populaire pour faire des sites internet aujourd'hui. Voilà, c'est une solution. J'ai listé un peu les avantages et les inconvénients. Donc, cette solution, il y a le coût, c'est que ça coûte quasiment rien. Il faut juste payer un petit hébergement pour héberger le site. Il y a la liberté. On ne dépend de personne. Voilà, c'est la personne qui met en place le site qui va gérer. Et voilà, elle a affaire elle est autonome. Mais il y a quand même des inconvénients, comme le temps qui va y passer, en particulier si le programme, alors là, ça peut exploser. La maintenance du site, qui va vraiment être critique, parce que souvent ça dépend d'une seule personne, qui est la seule personne technique. Si elle quitte l'association, qu'est-ce qui se passe? S'il y a un conflit, voilà, qu'est-ce qui se passe aussi? Que devient le site? Puis il y a la sécurité, voilà, donc WordPress c'est un super outil, mais quand on commence à vouloir des personnalisations et ajouter des nouveaux plugins et avoir un thème particulier et qu'après il faut le mettre à jour, voilà, il faut quand même un peu mettre les mains dedans pour que tous les plugins soient au bon niveau et que toute la sécurité soit assurée. Mais ça reste une solution que certains adoptent et qui est tout à fait envisageable. La deuxième solution, qui est un peu la solution opposée,
c'est faire appel à une agence ou à un freelance. Donc là, il y a aussi des avantages. On s'appuie sur l'expertise de l'agence ou du freelance, qui a sûrement créé plein d'autres sites avant, qui saura le faire rapidement, qui saura conseiller sur la structure du site, le contenu qui est attendu, la qualité du contenu aussi au niveau du référencement, on y reviendra tout à l'heure, et qui pourra aussi travailler sur l'image du site. Donc, c'est un bon moyen d'avoir un site très qualitatif. L'inconvénient, le revers de la médaille, c'est que ça a un coût. Toutes les associations ne peuvent pas se le permettre. Alors, j'ai mis un chiffre approximatif, là, mais c'est un peu, je pense, le bas de la fourchette, hein, d'avoir un coût de mise en place, plus après un abonnement un peu élevé, pour permettre de faire des mises à jour derrière. C'est-à-dire que si vous voulez rajouter un article sur le blog, est-ce que vous aurez vraiment la main ? Si vous voulez changer les photos, voilà, qui va le faire? Est-ce que c'est l'agence? Et si oui, combien il faudra payer? Et donc voilà, il y a une histoire de dépendance avec cette agence. Mais ça reste une super solution, en particulier pour ceux qui ont les moyens. Et il y a la solution intermédiaire, dans laquelle on est parti, nous, il y a 13 ans, avec mon associé Cédric, et l'outil qu'on a développé maintenant, on est une équipe d'une quinzaine de personnes. Et il y a plusieurs acteurs que je vous présenterai après. Je ne veux pas trop vous vendre ma cam, je vous explique le principe. Donc, la solution intermédiaire, c'est d'utiliser un service en ligne. Les avantages, c'est que les personnes qui vont le gérer seront autonomes. C'est un outil qui est suffisamment simple par rapport à la solution programmée WordPress pour que n'importe qui puisse le mettre à jour. Si la personne qui l'a créé s'en va, une autre peut prendre le relais. S'il veut y travailler à plusieurs, c'est possible aussi. Tout ce qui est maintenance et sécurité, c'est géré par la plateforme. Donc ça, il n'y a pas besoin de s'en soucier. Il y a un coût, c'est plus cher que payer un hébergement pur, mais c'est beaucoup moins cher qu'une agence. Je vous ai mis à peu près 10 € par mois, mais comme je vous l'ai dit en intro, voilà, ça peut être 0 aussi. Si on a des besoins limités, c'est possible de créer un site gratuitement grâce à ces plateformes-là. J'ai mis quand même deux environ, c'est le temps. Alors le temps, en fait, il est un peu dans tous les cas. Dans le cas programmé, il y en a beaucoup. Dans le cas agence, il ne faut pas croire qu'il n'y en a pas du tout. Il faut du temps pour créer un site. Il faut un peu de temps pour réfléchir au contenu qu'on veut mettre en place, comme en a parlé Olivia. Il va en parler. Quel contenu on veut, à qui on s'adresse, comment on écrit. Ça prend un peu de temps. Le service en ligne, il ne faut pas se dire que ça va prendre 5 minutes. Et j'ai mis aussi un environ pour la personnalisation, parce que suivant le service qu'on utilise, on a plus ou moins la main sur le graphisme du site et sur sa présentation. Donc c'est un peu ce que je disais avec Facebook, où là, du coup, on n'a pas du tout la main. Et donc, dans les services en ligne qui permettent spécifiquement de créer un site Internet, donc pas les réseaux sociaux, certains permettent plus de liberté que d'autres. Donc, c'est la slide suivante. Oui, attends, je voulais juste. Est-ce que ça te dérange de prendre. Je crois qu'il y a des questions. Ouais, Laura, vas-y. Oui, j'allais justement, si c'est possible, de faire une petite pause question. Oui, bien sûr. Oui. Alors, du coup, on a Adeline de l'UDAF qui demande dans quelle catégorie classer Joomla et OVH. Alors, du coup, on sera intéressant. Et pareil, sur le même sujet, Maya Soula qui demande où est-ce que vous metteriez l'outil Jimdo, pardon, excusez-moi. Donc, Joomla, OVH et Jimdo. Ok, c'est une bonne question. Donc, Joomla, je le mets dans la catégorie WordPress, c'est-à-dire que c'est un outil, un logiciel libre que vous pouvez récupérer et installer sur un hébergeur. Donc, c'est un peu comme WordPress. Donc, ça, dans cette catégorie-là, où il va falloir bidouiller un peu, il faudra faire des mises à jour. S'il y a des failles de sécurité, ce sera la personne qui l'utilise de faire la mise à jour. OVH, c'est un hébergeur. Donc, c'est ce qui va permettre de stocker le site. Donc, c'est plutôt pour ceux qui vont programmer. Alors, je crois qu'ils ont un petit outil de création de site, mais je ne le connais pas bien. Donc, j'imagine qu'il n'est pas très populaire, donc il doit pas être tip-top. En tout cas, je ne l'ai pas listé dans la liste suivante, qui arrive après, donc où je parle des services en ligne.
Donc, OVH hébergeur, Joomla comme WordPress, Jimdo et Wixit, que j'ai vu apparaître là. Donc, Jimdo et Wixit, je vais en parler juste après. Donc, Jimdo et Wixit, c'est dans la catégorie les services en ligne, qui est plus mon secteur d'activité et que je connais bien, donc je vais vous en dire 2 mots. Super. Du coup, on passe à la suite, si ça vous va. Je regarde, j'ai revu des trucs dans le chat. Oui, il y a des merci, donc c'est parfait. Tu peux continuer, très bien. Cool. Donc, ce que j'ai essayé de vous présenter, c'est les différents services en ligne. Et alors, j'ai essayé de le mettre sur une grille, parce que vous mettre une grande liste, et ça me paraissait pas super évident, voilà, comme type de présentation. Donc, sur l'axe des ordonnées, donc vertical, j'ai essayé de lister est-ce que le site est plutôt facile ou plutôt technique. Et il y a des raisons pour lesquelles ils sont plutôt faciles ou plutôt techniques, on y reviendra. Et sur l'axe des abscisses, donc j'ai mis est-ce qu'il est plutôt efficace ou plutôt personnalisable. Alors pourquoi j'oppose ces 2 critères-là? C'est qu'en général, un site... alors qu'est-ce que j'entends par efficace? C'est rapide à mettre en place. Vous n'aurez pas trop à vous poser de questions. Donc un site efficace, en général, il n'y a pas beaucoup d'options sur l'interface. Donc ça s'adresse plus à des gens moins expérimentés. Par contre, comme il y aura moins d'options, il sera moins personnalisable. Vous pourrez moins en faire ce que vous voulez. Et à contrario, un site très personnalisable, on verra les exemples et je pourrai revenir dessus. Un site très personnalisable va avoir beaucoup d'options, les couleurs des différents éléments, beaucoup de modules. Et plus il est personnalisable, voilà, moins je l'ai considéré efficace, moins rapide à prendre en main. Donc j'espère que la grille est à peu près claire. Donc j'ai listé les différents services les plus populaires. Donc on va retrouver Jimdo et Wixit, là, Wix, 2 de mes concurrents. Donc déjà, je préfère prévenir, comme vous l'avez compris, je suis de la partie, donc je ne suis pas complètement objectif. Hein, voilà, je prenais-le quand même avec quelques pincettes de circonstances. Voilà. Donc un site que vous avez dû entendre, dont vous avez entendu parler, c'est One and One, qui faisait de la pub à la télé, qui est un service allemand, qui est pas mal. Voilà, il n'est pas aussi intuitif que d'autres, on verra après. Et les sites ne sont pas aussi modernes que certains autres. Mais il est suffisamment simple, en tout cas, il y a peu d'options pour qu'on puisse rapidement créer un site. Un autre allemand, ensuite, c'est Jimdo, donc qui vraiment est un site très efficace parce qu'il permet de créer vraiment rapidement un site internet. Au niveau personnalisation, par contre, c'est moins ça. Vous pourrez moins avoir la main sur l'ensemble des couleurs, l'ensemble des éléments graphiques qui composent votre site, parce qu'ils ont axé leur outil sur la facilité, la simplicité. Je vous en ai listé quelques-uns d'autres, il y en a une petite dizaine. Hein, il y en a des dizaines dans le monde, donc je vais lister des étrangers, puis je finirai par les Français. Weebly, un américain, donc qui est plutôt orienté quand même commerce, qui a été racheté par Square, qui est une boîte qui fait du paiement en ligne, donc moins pour le système associatif. Ensuite, j'avais mis Wix, donc très populaire, qui vraiment a beaucoup d'options. Alors, mon point de vue, c'est notre principal concurrent. C'est une société israélienne à la base, maintenant c'est plutôt israélo-américain, qui a un outil très complet, beaucoup de modules, du coup qui peut noyer un peu les utilisateurs, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités dans les petits inconvénients. Ensuite, je vous ai mis WebSelf, un service canadien, qui est plutôt bien aussi, très personnalisable, un peu technique, avec le système de modules, le positionnement des modules. Je vous ai mis un très technique. Donc, si vous avez des graphistes ou si les associations ont des graphistes ou une association de graphistes, pourquoi pas, là, ils vont totalement se retrouver dans Webflow, un américain qui permet vraiment de tout personnaliser graphiquement, mais de façon très technique. C'est plutôt pour les experts Photoshop, de ce type d'outils. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Squarespace, qui est un peu aligné avec Jimdo, donc un autre américain, qui est assez efficace. Pas beaucoup d'options, très épuré, un peu à la Apple, pour aller vite au résultat.
mais par contre, pas beaucoup de personnalisation. Et je finis par les français. Donc, eMonSite, une société de Amiens, qui, la base, est sur un système de formulaire. Donc, vous ne voyez pas exactement le site que vous êtes en train de construire par rapport à tous les autres. Vous remplissez des formulaires et le site se construit derrière. Mais ça marche bien, évidemment. Ils ont pas mal de sites qui sont créés avec leur outil. Et ensuite, nous avons Orson.io, donc français. Donc là, attention, c'est la partie subjective. Donc Orson.io, c'est un service français que ma société a racheté il y a 1 an et demi. Donc la politique de Orson.io, c'est un service le plus épuré possible. Donc un peu la Jimdo et Squarespace pour créer un site le plus rapidement possible. Donc moins de personnalisation graphique, même s'il y a des templates qu'on peut choisir pour avoir quand même les couleurs de son choix, les polices de son choix. Mais l'objectif, c'est aller vite et s'adresser à une population moins technique. Et le dernier, donc c'est le mien, enfin le nôtre avec toute l'équipe. Donc c'est sitew.com. Donc très opposé de Orson. C'est pour ça qu'on avait été intéressé par fusionner les deux. Enfin fusionner, garder 2 entités différentes, mais en tout cas regrouper ces 2 services-là. Sitew.com, c'est un service avec, un peu comme Wix, beaucoup de fonctionnalités graphiques, la possibilité de créer un site à son image. Donc, un outil plus complet que Orson et graphiquement qui peut aller très loin. Donc, voilà, je fais après le tour du paysage. Et puis, si vous avez des questions... Ouais, je crois que Laura, j'ai vu des questions. Oui. Est-ce que tu veux que je les pose, Laura ou... Tac. Oui, j'ai pas mal de questions. Je suis désolée, j'éteins mon micro à chaque fois et du coup, je commence à parler avant de le rallumer. Alors, il y a eu pas mal d'autres questions, évidemment, sur les outils pour savoir dans quelle catégorie, pareil, on les mettait. Donc, Wix, mais qui a été du coup évoqué. Une remarque de Frédéric qui peut être intéressante en disant qu'il y a des options chez OVH ou Gandhi pour héberger un WordPress. Voilà, le service WordPress, savoir comment il serait placé sur ce tableau, mais je pense que la question a été un peu prise avant, mais si tu veux peut-être ajouter un élément, Fabien. Et pareil pour Framacite. Alors, Framacite, je ne pourrais pas en parler parce que je ne le connais pas, mais je peux parler de comment je juge WordPress. Donc, pareil, c'est mon avis. Donc, personnalisation avancée et complexité assez avancée. Donc, je le mettrai un peu entre WebSelf et Wix, si vous voulez. Je trouve que l'interface d'administration de WordPress ne s'adresse pas à tout le monde. Ce grand menu sur la gauche, la gestion d'un blog où on ne voit pas exactement ce que ça va donner sur le site. Voilà, c'est pas, je sais pas si c'est le terme, là, WYSIWYG, what you see is what you get. Donc, ce que vous êtes en train de construire, vous le voyez en cours de création sous vos yeux. Donc, oui, je vois quelqu'un va intervenir, mais avec plaisir. Oui. Voilà, donc, je le mettrai assez technique. Quand nous, on a des utilisateurs qui arrivent de WordPress et qui sont perdus, qui s'y retrouvent chez nous. Donc, alors, peut-être il y en a aussi dans l'autre sens et que je ne vois pas passer. Mais je juge assez technique. Ouais. Il y a une demande d'Estelle pour savoir si elle peut intervenir pour poser sa question. Est-ce qu'on a 30 secondes? Oui, alors juste pour... en fait, on fait de temps en temps une petite intervention sur les questions de site internet, donc j'avais été amenée à creuser. Pour WordPress, il faut distinguer bien wordpress.org, qui est un site éditeur en ligne, et wordpress.com, où vous allez télécharger WordPress pour l'installer sur un hébergeur, parce que des fois, on s'embrouille dans les deux. Et voilà, bon, juste ça, ce que j'avais remarqué, parce que j'ai mis longtemps à comprendre la nuance. Et Framacite, en fait, il n'a pas été lancé il y a longtemps, mais il était vraiment basique. Et là, je viens d'apprendre qu'ils vont sans doute pas donner suite. Voilà. Et vous le mettriez où, Estelle, sur la petite Framacite, de Fabien? c'est un service en ligne, un peu comme cela. Je dirais qu'il est, enfin, bon, de ce que j'en ai vu, il permet pas une personnalisation extraordinaire.
Et il était vraiment basique. Et après, en technicité, vu qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités de faire des choses, il n'est pas très technique non plus. Mais après, je ne veux pas m'avancer. L'avantage, c'est que c'est quand même Framasoft. Donc, derrière, c'est toujours sympathique et tout ça. Mais le fait qu'ils, peut-être, comme je viens de l'apprendre, ils ne poursuivent pas, c'est que c'était quand même... voilà, ils ne peuvent pas tout faire. Et ça, ils le faisaient. C'était peut-être pas leur vraie compétence là-dessus, à ce niveau-là, pour l'instant. Et moi, j'avais une question parce que quand on demande bon, c'est vrai qu'il y a des hébergeurs qui proposent d'installer WordPress en un clic et ça reste quand même plus technique. Je vous rejoins tout à fait que de passer à travers vos outils. Je suis ravie de vous connaître et de savoir qu'il y a une personne voilà, derrière ces sigles. Moi le choix, il est là sur tout ce que vous dites, mais moi, les questions que j'ai, c'est quand il y a des solutions gratuites, là, ce qui me fait toujours hésiter pour des services en ligne et hésiter à conseiller ça, c'est la publicité, la place de la publicité dans les éditeurs en ligne, selon les trucs. C'est la fiabilité si jamais l'éditeur en ligne change sa pratique. Et si vous n'êtes pas d'accord avec l'évolution, est-ce que vous perdez pas tout votre site? Et c'est le référencement, parce que par exemple, Wix, franchement, quand vous ne payez pas pour avoir votre nom, votre site, et encore même en payant, on vous trouve pas sur Internet. Le référencement, il est souvent très, très mauvais. Et dans les milliards de sites qu'il y a, si le référencement... Et vous n'avez pas beaucoup de moyens d'agir là-dessus. Donc, c'est peut-être un peu technique, mais moi, c'est là-dessus. Non, on va en parler justement. Plutôt à orienter vers WordPress en général. Bon, maintenant, je vous connais, je suis ravie, je sais qu'il y a quelqu'un. Mais plutôt parce que sur ces éléments-là, j'ai pas de réponse, quoi. Ouais, carrément. Alors, du coup, juste... je me permets, Laura et Fabien, sur le sujet Framasite, je vois qu'il y a Frédéric qui donne les éléments dans le chat, donc je pense qu'on est bon. Sur le sujet que vient d'évoquer Estelle, sur la partie publicité, du coup, par le site, référencement, à quel point on est sûr que ça restera gratuit ou peu cher, etc. Je pense que tout ce qui est référencement, Fabien va nous en parler juste après. Est-ce que Fabien, du coup, tu veux répondre à la question alors, Frédéric, je te donnerai la parole juste après. Fabien, est-ce que tu veux juste répondre à la question publicité ou t'en parleras après? Je vais répondre aux questions. Alors, il y en avait pas mal et ouais, merci pour le retour, c'était vraiment bien. Alors, Framasite, s'ils continuent pas, je serais pas surpris, je connaissais pas j'avais pas vu qu'ils avaient lancé ça. Mais c'est vrai que c'est un secteur d'activité qui est hyper concurrentiel. Parce que là, je vous en ai listé 10, mais il y en a énormément et partout dans le monde. Et c'est un peu la difficulté de faire sa place dans cet énorme milieu. Et voilà, il y a beaucoup de services américains, par exemple, où voilà, on voit Wix qui est israélien. Puis on se bagarre tous sur un gros marché, mais avoir un énième acteur qui arrive 13 ans après tout le monde, c'est pas gagné. Voilà. Donc, pourquoi pas, s'ils veulent se lancer, voilà, bonne chance à eux. Il y avait la question du support, j'ai noté. Alors, c'était quoi exactement ce que je voulais raconter sur le support? Moi, j'avais la question publicité. Et publicité aussi, ouais. Donc, en tout cas, alors, tous ne proposent pas des versions gratuites, c'est vrai que j'ai vu passer la question tout à l'heure. Et certains ont des publicités sur la version gratuite. En tout cas, ce n'est pas le cas chez nous. Il y a vraiment zéro publicité. Juste les fonctionnalités de la formule gratuite sont plus limitées. C'est limité à 5 pages et limité à texte, photo, vidéo. De quoi faire un petit site vitrine, quoi, un petit site de présentation. Et quelle garantie que ça reste gratuit? Je crois que c'était aussi ça la question d'Estelle, c'est comment ça va être. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas lu nos conditions générales de vente, mais je pense que c'est précisé que ça restera gratuit. En tout cas, on n'a pas de raison de changer. Alors, pourquoi on fait du gratuit? C'est vrai qu'on pose souvent la question. On perd un peu à offrir ce service-là, mais on gagne sur 2 points, de mon point de vue. C'est en notoriété. Le service se fait connaître et si une personne l'utilise gratuitement, peut-être dans son entourage, il y aura quelqu'un qui viendra l'utiliser gratuitement, puis un jour passera en payant. Donc, il y a une espèce de relais publicitaire, si vous voulez. Donc, et ensuite, parce que ça nous fait plaisir, c'est dans la mission qu'on avait au départ, c'était de rendre service. Voilà. Quand on s'est lancé, on se disait, mais c'est pas possible qu'il y ait autant de petits commerçants, d'associations qui n'ont pas de site internet. Ils n'avaient pas les connaissances techniques de faire leur site, mais pas les moyens de faire appel à une agence. On disait, mais il faut leur
trouver un outil pour qu'ils puissent le faire, et on est content de rendre ce service, même les gratuits, et on répond au support, au gratuit aussi bien qu'au payant. Certains deviennent payants au bout de 4 ans, 5 ans, d'autres ne le deviendront jamais, mais ça, voilà, ça nous... Ouais, donc regardez les conditions générales de vente, tout ça peut être précisé, sinon ne pas hésiter à poser la question, je pense. Juste si tu peux parler publicité, Fabien, et après je passe la parole à Frédéric et après on avance, si ça vous va. Ouais, publicité. Alors, nous, pas de publicité. Alors, il y a une époque, tout le monde en mettait. Je suis un peu embêté avec cette question. Je ne sais pas exactement qui en met encore. Je pense qu'il y a mon site, oui. Jimdo en mettait, je ne suis pas sûr. Là, oui, je n'ai pas pris en compte ce critère pour mon tableau, donc je ne peux pas répondre plus précisément que ça. Je ne voudrais pas dire une bêtise sur qui met encore de la publicité sur les sites gratuits. Ok, à creuser. Merci beaucoup, Fabien. Frédéric, je te laisse reprendre la parole. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, alors, bonjour, donc Frédéric Cuignet, je suis délégué à la départementale à la vie associative. Donc moi, j'accueille surtout beaucoup d'associations et pas spécifiquement sur des questions numériques, mais j'en vois beaucoup qui ont des difficultés. Et c'est souvent des cas de problème. L'exemple même, c'est, moi, je me souviens d'une association qui était chez One and One, qui s'est fait jeter parce que je ne sais pas pourquoi elle correspondait plus pour une raison. Là, elle s'est fait jeter et elle a tout perdu. Et après, bonne chance pour avoir un interlocuteur, parce qu'on a des plateformes, des tickets. Et en général, quand on a des offres gratuites, on a rarement un ticket prioritaire en termes de soutien. Et on voit bien qu'il peut y avoir des difficultés là-dessus. Le point que je disais, alors, outre faire la promotion des chatons de Framasoft en général, c'est plutôt, il y a aussi autre chose, c'est qu'il peut y avoir aussi d'autres services auxquels sont associés la possibilité d'avoir un espace. Voilà, je prends l'exemple, si on prend AssoConnect par exemple, qui est un logiciel intégré de gestion d'associations, il donne la possibilité de publier directement un certain nombre de pages dans le service. Mais d'abord, il y a d'autres fonctions qui sont directement liées à ça. De la même manière, des associations ou des individuels utilisent directement les fonctions de publication de pages de GitHub pour partager leur code et en même temps avoir des sites qui sont publiés comme ça. Donc, faut aussi voir la difficulté pour les associations, c'est que il y a souvent cette différence entre la présence sur Internet avec un site, une page, etc., et le développement d'outils qui sont éventuellement rattachés à un autre domaine, à de la messagerie, et qui supposent effectivement une compétence supplémentaire. Et on voit bien, alors site W, je ne connais pas, mais moi j'ai vu des structures qui sont ruées sur Wix quand ça a commencé, et d'un coup elles ont découvert que bah oui, mais après si on voulait faire des mailings, il fallait prendre le bonus mailing, et puis après si on veut faire ça, il faut prendre la brique ça en plus, et à la fin on se retrouve sur des montants qui sont relativement importants, alors qu'il n'y a pas forcément une expertise, parce que les gens font pas forcément la différence sur Internet entre avoir un site, donc avoir un espace de publication, un site sur 5 pages c'est bien, mais est-ce que c'est des pages statiques, des pages dynamiques, est-ce que c'est des pages, parce que sinon on peut faire Wikipédia en entier sur une seule page, si on veut. Donc non, mais c'est pas donc il y a quand même vraiment un besoin de compétences pour pouvoir vraiment bien définir les choses, parce que les gens ils veulent un site et il y a déjà eu assez de sketchs là-dessus. Et le problème des solutions très très faciles, c'est que parfois elles sont très très faciles, mais après dès qu'on a des difficultés, ou si on veut récupérer ou transférer, parce que c'est aussi la grande part, les associations, elles passent leur temps à changer leur site internet, elles passent leur temps à modifier leur statut. Donc on s'aperçoit que c'est difficile pour que les adresses elles suivent, c'est difficile pour que les gens s'y retrouvent, etc. Et là il y a vraiment une très grande volatilité, et ça c'est une perte d'énergie qui est considérable pour les associations. Merci Frédéric pour ce partage. Il y a une autre question, Olivia, mais on prendra une autre volée de questions un peu plus tard. Oui, je pense. Est-ce que juste, Fabien, tu veux rebondir sur ce qui vient d'être dit par Frédéric, ou moi je considère c'est se poser les bonnes questions, c'est sûr. Et après, pour tout ce qui est, se poser les bonnes questions, ça veut dire regarder bien au préalable les fonctionnalités, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce site, est-ce qu'il convient à nos besoins. Et principalement, ça va être ça. Et après, sur le sujet, en effet, les associations, elles changent toujours de site internet, etc. Ça fait partie de ce qu'évoquait. Alors, attendez, hop.
de ce qu'évoquait Fabien juste avant. Il faut que les choses puissent facilement se transmettre de l'une à l'autre, et ça dépend bien de l'outil et de l'acteur que vous choisissez. Est-ce que Fabien, tu veux ajouter quelque chose? Alors, pour faire vite, juste, je vais dire merci pour ce retour. Alors, c'est plein de choses justes et je ne rebondis pas plus que ça que te remercier pour l'intervention. Super. Merci beaucoup. Alors, hop, je passe à la suite et en effet, on prendra la question, les autres questions juste après si ça te va, Laura, et les gens qui posent des questions. Donc, parfaite transition avec l'intervention de Frédéric. On revient sur le fait de définir ses objectifs et son budget. Les objectifs de ce site, est-ce que à qui il va parler, etc., la cible, ils peuvent être multiples. En tout cas, ce qui est très important, c'est avec le responsable de ce projet de création de site internet, bien les définir en amont pour que le site soit réfléchi en réponse à ces objectifs, ce qui paraît assez logique, mais qui va mieux en le disant, pour qu'on puisse définir la forme, le contenu et si on a le budget qui pourrait être attribué à ce projet de création de site internet. Les coûts à anticiper, ça a déjà été un peu évoqué par Fabien. Ça dépend du type de solution type d'outil que vous prenez et selon si c'est gratuit ou payant. Après, il faut voir à quel point ça nécessite de coûts de votre côté, plus ou moins de travail, donc des compétences et de la ressource humaine. Donc, c'est un autre coût qui vient s'ajouter aussi. Donc, bien réfléchir comme ça. Donc, les frais de développement si besoin, ou en tout cas de paramétrage de par la personne. Et les frais annexes, mais qui, en termes d'hébergement, comme le disait Fabien, ne sont pas forcément très élevés. En résumé, le coût d'une conception, c'est le temps nécessaire à sa réalisation, niveau ressources humaines, etc. Le niveau de personnalisation souhaité, donc parfois il faut payer plus des outils pour pouvoir personnaliser plus, pouvoir faire vraiment ce qu'on veut, ou alors si on paye moins, il faut avoir en interne les compétences pour pouvoir le personnaliser au maximum, donc c'est un coût dans un sens ou dans l'autre. Le type de prestataire choisi, c'est lié à ce deuxième point. Voilà. Organiser le projet, donc là, c'est la méthodologie phare de projet. On parle de cahier des charges. Alors, grosso modo, c'est lister tout ce qu'on va vouloir faire avec ce site et donc ce qui va définir toutes les fonctionnalités, la mise en page, etc. de ce site internet. Ça peut être un cahier des charges vraiment stricto sensu du terme cahier des charges qui sera ensuite, si on choisit cette option, une agence ou un freelance, etc., donné à cette agence pour la réalisation, ou ça peut être un cahier des charges pour guider le projet de création de site internet, même si on ne part pas forcément avec une agence ou un freelance, instaurer des jalons, etc., pour pouvoir avancer pas à pas, étape par étape. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas tout de suite mettre en place tous les onglets actualité, etc., parce que forcément, au début, il y aura peut-être qu'une actualité, etc. Mais on va pouvoir avoir déjà les 3 pages principales de présentation de l'objet du mandat associatif, de présentation du conseil d'administration, le formulaire de collecte de données, les choses essentielles, et ensuite on pourra avancer et nourrir ce site internet. L'équipe, on vous a parlé du chef de projet. Il faut bien que ce chef de projet ne soit pas laissé seul, bien sûr avec l'outil ou l'acteur, l'agence ou autre qui sera choisi. Donc l'accompagnement, si c'est un service dont vient de parler Fabien, mais sinon le freelance en question ou l'agence en question. Mais en tout cas, en interne, même au sein de l'association, il est important d'avoir plusieurs membres qui suivent le projet et qui peuvent apporter à leur pierre. Mais ça, c'est de la gestion de projet assez classique, ce que je vous apporte là. Pour suivre que toutes les étapes avancent et ne pas hésiter à les soumettre de temps en temps à des avis externes. Justement, si on avait décidé que le site, il s'adressait notamment en tant que comme cible aux adhérents, demander à quelques adhérents ce qu'ils en pensent quand le site n'est pas encore complètement mis en ligne, etc. Le cahier des charges, je vous en ai dit 2 mots avant, je ne vais pas y revenir, simplement pour que vous voyez qu'ici, on vous a donné plus d'éléments que vous pourrez retrouver dans la fiche pratique.
On va parler maintenant de gérer le site internet de son association et comment le rendre attractif, parce que c'est chouette de mettre en place un site internet, mais en fait, on veut que les gens viennent le voir. Les gens, je dis les gens parce que c'est à vous de définir plus en particulier la cible. Mais voilà, comment le rendre attractif, pardon. Oui, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est la vraie difficulté, c'est le référencement naturel, donc on appelle SEO. Donc c'est parmi les 3 choix dont je vous parlais tout à l'heure, le construire soi-même, utiliser un service en ligne ou passer par un pro. C'est sûr que là, le pro aura un avantage parce qu'il aura les bons réflexes et la formation qui va bien, mais c'est pas insurmontable. On trouve des tas d'articles, de blogs, de tutoriaux qui expliquent comment ça se passe. Chez tous les services en ligne, il y a aussi des guides qui expliquent ça. En particulier chez nous, et je vous inviterai à jeter un œil, parce que ça peut vous aider, même si vous avez un WordPress ou un site ailleurs. Donc, le référencement naturel, c'est comment faire en sorte que Google classe son site là où les utilisateurs le cherchent. Donc, c'est pas être numéro 1 pour être numéro 1. Vous voulez pas être numéro 1 sur le mot, vos associations, sur le mot association tout court. On veut être numéro 1 sur club de foot Cantal, par exemple, ou même carrément école de musique Arpajon-sur-Cère, là où sont mes enfants. On veut quand même être présent sur un mot précis, et il y a des bonnes méthodes qu'il faut connaître sur identifier ces mots-clés-là, quels sont les mots-clés sur lesquels on veut être placé, quels sont les mots-clés les plus recherchés par les internautes. Alors quand c'est très précis, ça ne donnera pas de bons résultats, mais quand on veut être un peu plus vaste, les outils que je vous mets là, Google Keyword Planner et Google Trend, peuvent donner des indications. Donc la première chose, c'est identifier ces mots-clés-là, puis ensuite les placer dans son site internet de façon astucieuse, on retrouve le nom du village. Les erreurs classiques qu'on voit, c'est qu'il n'y ait jamais le nom du village ou de la ville ou du département nulle part sur le site. Les internautes ne risquent pas de le trouver. Donc, il faut avoir ces bases-là de rédaction spéciale web, parce qu'on parle au lecteur, mais on parle aussi aux robots de Google et des autres moteurs de recherche. Ensuite, il faut que le site soit alimenté régulièrement, qu'il soit mis à jour, que de temps en temps, il y ait une photo qui change, qu'il y ait du texte qui change. Avoir un blog utilisé pas seulement les 15 premiers jours ou le premier mois, c'est top. Qu'il y ait de temps en temps un nouvel article. Ça montre au moteur de recherche le site est vivant, continue à le placer en bonne position. Il répondra aux demandes des internautes. Il faut que le site soit adapté au mobile. Donc, ça, c'est quasiment maintenant le cas partout. Alors, ce n'est pas le cas pour les vieux sites qui avaient été développés à la main ou les vieux sites qui utilisent des anciens, des très vieilles versions de Joomla, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, ou peut-être des très vieilles versions de WordPress, ça existe encore. Mais en tout cas, en utilisant les outils qui existent aujourd'hui, tous seront responsive. Il faut que ce soit rapide. Google aime bien les sites rapides. Pour être bien placé dans le référencement naturel, enfin, il y a l'autorité. Avoir un nom de domaine, c'est mieux. C'est que les sites gratuits chez nous, par exemple, sont en .sitew.com. Il y a une option pour prendre un nom de domaine. Un nom de domaine, c'est pas gratuit pour nous non plus, donc on est obligé de le revendre. Mais c'est vrai que ça donne un certain poids au site, un gage de sérieux. Plus le site est ancien, mieux il sera jugé par Google. Et enfin, alors je l'ai mis au fin fond d'une virgule, mais ça a quand même beaucoup de poids. Il faut des liens entrants, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait d'autres sites qui parlent de votre site, qui fassent des liens vers ce site-là, et avec une encre, donc c'est-à-dire avec un texte approprié. Que ce ne soit pas juste cliquez ici, mais que ça soit club de foot ou que ça soit école de musique, et qui pointe vers ce site. Donc, une fois que le site est en place, il faut un peu aller à la chasse à ces backlinks, à ces liens entrants. Donc, ça peut être auprès de la commune, par exemple, qui va lister toutes les associations. Ça peut être des échanges de liens avec d'autres communes, avec d'autres associations. En tout cas, il faut que ce site on parle de ce site. Ça peut être avec la presse aussi. Puis, dans la partie rédaction, on peut considérer un peu les liens internes et l'organisation des pages.
mieux le site est orchestré, plus Google va lui donner de valeur et il peut donner plus de poids à une page en particulier. Donc, s'il y a une page sur laquelle vous voulez vraiment être positionné, voilà, c'est bien que les autres pages fassent des liens vers cette page avec, pareil, la bonne encre, le bon texte qui pointe vers cette page-là, quoi. Donc ça, c'est le référencement naturel qui va vous permettre d'avoir le maximum de trafic sans faire beaucoup d'efforts une fois que ça a été bien fait. Ensuite, il y a les communications sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est pas incompatible. Moi, je me considère pas du tout comme un concurrent de Facebook. C'est juste un autre moyen de communiquer. Ça va vous permettre de renvoyer, par exemple, si vous publiez un article de blog sur la dernière animation qui a eu lieu, c'est bien de le mettre sur Facebook, sur Twitter pour faire venir du trafic sur votre site que Google verra et verra que ce site est vivant, il y a du monde qui passe dessus et pareil, ça aidera le SEO et ça aidera aussi à faire vivre votre site, à l'animer. Et ensuite, il y a le référencement payant. Alors, je sais pas, vous me direz, c'est vrai que je connais pas assez bien le milieu associatif pour savoir s'il y a vraiment un intérêt à faire du AdWords et de l'achat de mots-clés pour mettre en avant une association. Alors, je peux imaginer que oui, s'il y a des appels aux dons, par exemple. En tout cas, c'est un moyen de donner de la visibilité. Il faut y aller avec prudence parce que ça peut vite coûter cher. Voilà. Si je peux, c'est un moyen. Ouais, si je peux juste rebondir là-dessus, alors ça reste Google, voilà. Mais il y a une offre pour les associations qui s'appelle Google Ad Grants, donc Grants bourse en anglais, quoi. Qui justement, alors toujours limité, mais permet un budget d'achat de mots-clés pour les associations. Vous pouvez faire la demande à Google en France pour avoir cette possibilité-là. Voilà, j'en profitais en tout cas chez Bibliothèques Sans Frontières avant. Il y a une question de Marc qui était de savoir, alors je pense que ce serait compliqué de répondre pour tous les outils, mais la question des données personnelles, l'utilisation des données personnelles dans les solutions gratuites de création de sites. Qui est une question intéressante. Enfin, toutes les questions sont intéressantes. Et également une remarque de François aussi. Il y aura un webinaire à ce sujet-là sur la question de rendre son site conforme à la RGAA, qui est une réglementation qui permet de veiller à ce que son site soit accessible pour les personnes qui ont une déficience visuelle, auditive ou autre. Voilà. Donc, peut-être la question, si c'est possible d'avoir une petite réponse sur l'utilisation des données personnelles. Alors, bon, je pense que ce sera difficile d'avoir une réponse exhaustive. Oui, voilà. Alors, sur les données personnelles, je peux vous dire ce que nous, on fait avec les données qui sont stockées chez nous, c'est-à-dire rien du tout. Voilà, c'est gratuit. Mes poils se hérissent à chaque fois que j'entends si c'est gratuit, c'est vous le produit. Parce que nous, on a du gratuit, mais on ne considère pas du tout newsletter comme un produit. On revend rien du tout. Il n'y a pas de base de données, ou il n'y a rien de tout ça. Après, je peux pas parler au nom de mes concurrents. Je ne sais pas, est-ce qu'ils utilisent cette base de données pour vous faire envoyer des publicités? Je pense que si c'était le cas, il y aurait au moins une case à cocher quelque part pour s'en prémunir. Voilà. Ouais, je pense que c'est des choses à consulter dans les conditions générales d'utilisation, ou si c'est pas facile à lire en général les conditions générales d'utilisation, posez bien les questions à la personne que vous avez au téléphone avant de vous lancer, etc. Donc la RGPD, c'est bien ce sujet-là. Je vous propose de conclure. On vous a mis ici dans la présentation et la fiche pratique PANA reprendra beaucoup d'éléments de cette présentation. Des articles pour aller plus loin, donc des articles de blog, une fiche pratique d'AnimaFac aussi sur le sujet, un article de Solidatech, un article de CW que je vous invite du coup à consulter pour aller un petit peu plus loin et vous lancer vraiment dans l'accompagnement de ces assos qui viennent vous voir sur ce sujet de site internet.
Je crois qu'on a complètement terminé notre présentation. Demain, je vous enverrai un petit mail pour vous dire merci d'avoir été parmi nous et surtout pour vous envoyer aussi la présentation, donc ce qui a été présenté avec, en plus de ça, un lien vers l'inscription pour le prochain accueil collectif PANA qui a lieu début décembre, le 3 décembre si je ne me trompe pas, et aussi le lien vers l'inscription des prochains webinaires. Et comme le disait Laura plus tôt, le prochain traitera de l'accessibilité numérique. Donc, on a soulevé quelques questions à ce sujet. Donc, si c'est des questions qui vous occupent, joignez-vous à nous. Le dernier webinaire de l'année traitera de la gouvernance associative en ligne. Voilà. J'espère que ça a bien répondu à vos interrogations en matière de création et de gestion de site internet. En tout cas, pour moi, et j'ose me prononcer pour Laura et Fabien, ce fut un plaisir. Je ne sais pas si Fabien, tu veux ajouter un petit mot de la fin. Oui, alors de la fin, je te laisserai conclure, mais non, j'étais très content de passer ce moment avec vous, des échanges très riches. Alors, vous avez dû voir que je baissais la tête de temps en temps, j'ai pris des notes et je vais faire un retour à l'équipe sur les choses sur lesquelles il faut qu'on travaille, là où on peut faire mieux, les soucis des associations, voilà, et que vous m'avez fait remonter. Donc, n'hésitez pas, si je partagerai mon adresse email, Olivia, si tu veux le faire suivre, oui, il n'y a pas de souci. S'il y a des choses que vous voulez nous faire remonter, des manques sur les outils en général que nous, on pourrait implémenter pour mieux servir les associations, mais c'est avec plaisir qu'on en tiendra compte. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours et merci pour tous ces échanges. Merci à toi Fabien, merci Laura pour la gestion de l'interaction pour ce super webinaire. Au top, j'ai vu qu'on était 40, là il y a des petites personnes qui ont commencé à nous quitter. Ce fut un grand plaisir encore une fois et à très bientôt pour d'autres montées en compétences sur le numérique pour aider nos assos. Bonne après-midi, à la prochaine, au revoir tout le monde. Merci à vous, bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir.